assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Beausoleil, dans le sud de la France, sur un crime passionnel. C'était un peu un couple assez sulfureux, c'est qu'à le dire, c'était un peu entre parenthèses des feux de l'amour. Béatrice a-t-elle fait assassiner son amant par des tueurs à gages? Tout est sa faute. C'est elle qui a ruiné ma vie. Notre reportage à Paris avec la compagnie de sécurisation. C'est toi qui ferme la marche? Embarquez. En opération dans une cité sensible du 19e arrondissement. On a eu des œufs, des pierres, des disques de fonte pour faire la musculation. Donc du coup, on a les yeux vers le haut. Le portrait de la semaine, Marinus, policier hollandais à la Joint Hit Team, une équipe d'enquêteurs européens spécialisée dans la lutte contre le narcotourisme. Vous avez des stupéfiants chez vous? Des Français viennent acheter des drogues dures pour les revendre en France. Ils les avalent ou les cachent dans le rectum. Donne la stupéfiant. Ils sont vaincus. Histoire de star, Pelicano, le détective privé qui fait trembler Hollywood. Sexe, drogue, il sait tout sur les plus grandes stars américaines. Mais le privé a commis une erreur qui l'a conduit tout droit en prison. Il a utilisé des méthodes de gangsters de Chicago. Va-t-il faire des révélations pour se défendre? Mais d'abord, notre enquête à Beausoleil, dans le sud de la France, sur un crime passionnel. Mars 2002, Castellar, près de Menton. Dans cette bâtisse, la police retrouve le corps d'un homme, Claude Bichet, un ancien conseiller municipal de 47 ans, tué d'une balle dans la tête. Il avait disparu depuis 1 an. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Claude Bichet, un père de famille apparemment sans histoire? Tout commence en 1999. Claude est alors conseiller municipal de Beausoleil, sur les hauteurs de Monaco. Il file le parfait amour avec Maryse, sa femme, depuis 17 ans. Maryse a 2 enfants d'un premier mariage. Claude les élève comme les siens. C'était à l'époque où les enfants étaient petits. Les siens et les miens. Il était très gentil, il adorait les enfants. Ah, c'était une vie, on était très bien, très unis, que des bons souvenirs. Claude est un homme dévoué, apprécié de tous. Ses ennemis, il n'en a pas beaucoup. Je veux dire, toutes les personnes l'apprécient. C'était, comme je vous dis, c'était un mec souriant. Je veux dire, il était ami avec tout le monde. Il avait son entreprise qui tournait très bien. Une entreprise de déménagement que Claude et sa femme ont créée ensemble. Il est le patron, elle la secrétaire. Ils travaillent dur et ça paye. On avait les moyens, hein, je ne le cache pas. On a pu se faire construire la villa, s'acheter la maison en Auvergne. Mais tout bascule un jour de septembre 2001. Sur un déménagement, Claude rencontre une femme de 40 ans. Elle est belle, attirante, elle s'appelle Béatrice. Il tombe fou amoureux d'elle. Rapidement, Maryse sent que son mari lui échappe. Et lui, il était de plus en plus pressé de partir le matin. Il allait la rejoindre, il allait mettre les employés au travail, et puis lui, il allait la rejoindre. Voilà. Et puis après, elle m'appelait pour me le dire. Il est avec moi. Il vient de partir, il est resté avec moi toute la matinée. Tu devrais faire attention. Après, il a commencé à plus rentrer, hein, dormir chez elle. Il revenait, il partait, et il ne savait plus trop où il en était. Officiellement, Béatrice est hôtesse dans un salon de massage. Mais dans le milieu de la nuit, elle est connue sous le nom de Lova, une call girl qui vend ses charmes par petites annonces. Entre Claude et sa maîtresse, c'est la passion. Mais impossible pour le père de famille de quitter sa femme. Pendant presque 2 ans, il est tiraillé entre son épouse et sa maîtresse. Entre les femmes, ça a été quand elles se sont rencontrées, ça a été c'est le mien, c'est pas le tien, et tu me rends mon mari, et moi tu me rends Claude.
Je veux dire, ça a été un peu... c'est vrai qu'ils se sont un peu pris entre elles, souvent même. Il était un peu envoûté des deux côtés, parce que quand il était avec Béatrice, je vous le dis, c'était un homme différent. Quand il était avec Maryse, mais quand il était avec Maryse, c'était il voulait plus partir de Maryse. Et quand il était avec Béatrice, il voulait plus partir de Béatrice. Plus de 30 fois, Claude tente de revenir vivre avec Maryse, sa femme. À chaque fois, il lui jure qu'il va rester pour de bon. Et il m'avait dit, écoute, si j'essaye de partir, tu m'enfermes dans le cagibi. Il y avait un genre de petite pièce noire. Et un jour, il a voulu partir. Donc je l'ai enfermé dans le placard. Et il cassait tout. Il fallait que j'ouvre cette porte. Il cassait tout pourquoi? Pour sortir. Et donc j'ai ouvert parce que bon, il criait, il tirait des coups de pied partout. Et j'ai ouvert la porte et il est parti en courant. Et quand ce n'est pas Claude qui part en courant, c'est sa maîtresse qui vient le chercher. Coup de fil, texto, menace, Béatrice ne recule devant rien pour récupérer son amant. Ça faisait 3 semaines qu'il était là. Et un matin, on était encore couchés, il devait être 7 h du matin. On se la voit derrière la vitre, une sorcière avec une barre en fer. Et elle a cassé la porte d'entrée qui était vitrée avec la barre en fer. Et elle voulait nous massacrer. Hein. Et Claude, il a pris son sac, il est parti. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais la calmer, je vais la mettre dans le train, mais non, il est parti avec elle. Il avait le démon dans le corps. Claude est harcelé par sa maîtresse. Béatrice veut tout savoir sur lui. Où est-il? Que fait-il? Elle l'appelle sans cesse, même au travail. Un jour, on a monté un meuble à Nice, au 15e étage, parce qu'ils n'y rentraient pas dans le monte-char. Puis on n'avait pas prévu de monte-meuble. Et sur 15 étages qu'on a monté le meuble avec lui, 30 ou 35 fois, sur son portable, on s'arrêtait tout à chaque étage. Menacé, ça l'énervait. Ah ouais, c'était constant comme ça. Au fil du temps, Claude devient nerveux. Il est de moins en moins présent sur les chantiers. C'est Maryse qui doit tout faire. C'était moi qui devais aller faire les devis chez les clients. Il ne faisait plus rien. Je devais mettre les équipes au travail. Et puis lui, il prenait de l'argent et il sortait madame. Donc, j'ai dit, c'est fini, je ne travaille plus. Maryse finit par quitter son mari. Le couple se sépare, ils vendent la villa et leur maison de campagne. Chacun empoche près de 120 000 €. Mais ils continuent de gérer leur entreprise. On a vendu l'Auvergne. En 15 jours, je crois qu'il y avait 150 000 francs. Parce qu'à l'époque, c'était encore des francs. Il n'y avait plus d'argent. Ils ont délapidé 150 000 francs en 15 jours. Maryse, c'était le boulot, maison, boulot. Que là, c'était plus avec elle, on fait la fête les samedis soirs. Il était retombé un peu en enfance, pas en enfance, mais dans une jeunesse peut-être qu'il n'a pas eu. Claude Bichet, qui ne sortait jamais, devient un habitué d'une boîte de nuit de la côte monégasque. Avec sa maîtresse, il ne passe pas inaperçu. C'était un peu un couple assez sulfureux, c'est qu'à le dire, c'était un peu, entre parenthèses, des feux de l'amour. Disons que, bon, elle avait tendance, moi, ils m'appelaient à leur table, je restais pas trop souvent avec eux. Et bien souvent, c'était, bon, qu'est-ce que je fous avec ce gros porc, je pourrais trouver mieux, et tous les... Comme ça. Bon, c'est vrai que c'était une femme qui n'était pas insensible au charme des hommes, parce que les hommes la regardaient. C'est vrai qu'elle était provocante, malgré que c'était une femme qui avait une 50aine d'années. Mais c'est vrai qu'elle se faisait draguer. Voilà, pour employer le terme, ouais, elle se faisait draguer. Et lui était très jaloux, ça, je le reconnais aussi. Et les relations entre Claude et Béatrice deviennent conflictuelles. Le couple se dispute sans cesse. Claude en serait même arrivé à frapper sa maîtresse. Un soir, Béatrice va se venger. Elle entraîne Claude dans un piège. La soirée commence dans la boîte de nuit où ils ont leurs habitudes. Et lui qui ne boit jamais, ils l'ont fait boire. Et lui, avec un verre, il ne supporte pas l'alcool. Hein. Et en repartant sur Beaulieu, ils ont pris un homme en autostop. Béatrice conduit. Au bout d'un quart d'heure, elle s'arrête, prétextant un besoin pressant. Claude sort lui aussi. C'est alors que l'autostoppeur se rue sur lui et lui assène un coup derrière la tête. Il le blesse au bras avec un cutter. Claude parvient à le maîtriser et s'enfuit. Mais il passera 2 jours à l'hôpital. C'est là qu'il a commencé à prendre un peu du recul avec elle. Donc il a déménagé, enfin il a quitté la maison avec qui il vivait. Claude quitte sa maîtresse et prend un studio. Il est convaincu que c'est elle qui a organisé ce guet-apens.
Pourtant, il continue à la revoir. Mais lors d'un repas, il l'accuse ouvertement. C'est là qu'au moment de ce repas, qu'il lui raconte vaguement cette histoire et qu'elle, elle le coupe sur ses phrases. Et à la fin, quand il voyait qu'il n'arrivait pas à parler, qu'il se tourne vers elle, il dit « Mais tant, je sais que c'est toi qui as préparé ça ». Béatrice s'est-elle sentie démasquée? En tout cas, quelques semaines après avoir accusé sa maîtresse, Claude disparaît. Bruno est la dernière personne à l'avoir vu vivant. Oui, monsieur Claude Bichet, donc je l'ai rencontré la dernière fois ici, principalement. Donc on était en train de décharger les cartons du 4x4 au camion. Et voilà, et à 12h30 à peu près, 12h25, 12h30, on s'est quitté ici. Ce jour-là, Claude part en voiture. Il doit revenir l'après-midi, travailler sur un gros chantier. Mais on ne le reverra plus jamais. Le lendemain, Béatrice contacte Bruno. Elle se dit inquiète. Elle n'arrive plus à joindre Claude. Ensemble, ils décident de se rendre chez Maryse, sa femme. Peut-être est-il chez elle. Et tout le long de la route a été vraiment pessimiste. Je sais pas, quand une personne disparaît, le moindre des choses, on est comme plus ou moins, on a une lueur d'espoir, mais là pas du tout. Toujours sur négatif. Mais il est peut-être parti à l'étranger, il est peut-être parti. Puis après, elle me fait, oui, il a disparu, non, à tous les coups, il est arrivé quelque chose, il est mort. Là, ça va, il ne faut pas parler comme ça, je dis Béatrice. Et je me vois Bruno et Béatrice devant chez moi. Elle était là devant, en me criant, Maryse, il y a Claude qui a disparu. Alors je lui dis, Claude et toi, va te faire foutre, j'en ai rien à faire. Et Bruno qui me dit, non, c'est sérieux, Claude a disparu depuis hier. Alors je dis, bon, écoute, toi, tu peux venir à la maison, mais elle, je la veux pas chez moi. Et il m'a dit, je crains le pire, parce que Béatrice, elle a même téléphoné à des amis en Auvergne en disant que Claude avait disparu et était certainement mort. Maryse se rend à la police pour signaler la disparition de son mari. Pendant des mois, les policiers cherchent Claude Bichet, sans succès. L'homme et son véhicule restent introuvables. Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Mais 4 mois plus tard, Bruno rencontre Béatrice à la sortie d'une boîte de nuit. Elle lui fait alors une incroyable révélation. Je lui ai demandé, tu as des nouvelles de Claude? Il m'a dit, assis-toi, surtout, il faut que ça reste entre nous, sinon il va t'arriver des bricoles. Ça, me l'a dit plusieurs fois. Puis c'est de là qu'elle a commencé à me dire, mais Claude, il est mort, hein, c'est pas à peine de... Maintenant, si tu veux, un jour, je te montrerai où est-ce qu'il est. Non, je dis, moi, ça m'intéresse pas. Mais je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, bon, je dis, moi, je l'ai quitté à 12h30. Elle m'a dit, non, il est mort entre 13h et 13h10. Béatrice lui avoue que c'est elle qui a donné rendez-vous à Claude, soi-disant pour visiter une ferme à vendre, et qu'elle l'a bien entraîné dans un piège. Lorsque Claude arrive sur place, il ne se doute de rien. 2 hommes travaillent dans le jardin, ce sont des tueurs à gages. Ils sautent sur lui le roue de coups et quelques minutes plus tard, ils l'exécutent. Sur place, Bruno se souvient du récit de Béatrice. Elle lui a raconté la mort de Claude dans les moindres détails. Elle m'a dit il était à genoux, il m'a regardé d'une certaine façon. C'est ça qui m'a mis, qui pense qu'elle disait la vérité. La façon qu'elle m'a donné la description, c'est vrai, quand il s'énervait, souvent il faisait des gros yeux, des yeux globuleux. Et la façon qu'elle me l'a décrit, je me suis dit, là quand même, là, on ne peut pas inventer ça, c'est impossible. On ne peut pas inventer ça. Ils l'ont fait mettre à genoux, c'est de là qu'ils l'ont haché avec une balle dans la tête. Et là, ils l'ont tapé 2 fois dans les côtes. Ils ont dit, tu ne t'apprends plus jamais une femme, tu ne t'apprends plus jamais la main sur une femme. Bruno n'a jamais compris pourquoi Béatrice lui a fait cette confession. Elle insiste même pour lui montrer l'endroit où Claude est mort. Il refuse d'y aller. Elle m'a même dit, ce fameux soir, je te montrerai un jour où il est enterré. Je te montrerai. Je dis, non, ça ne m'intéresse pas. Je me dit, si, tu verras un jour, je te montrerai un soir, on ira ensemble. J'étais un des seuls témoins qui aurait pu parler, effectivement. Donc je pense que si je serais venu ici, j'aurais peut-être fini comme lui, malheureusement. Effrayé, Bruno garde le silence pendant 5 mois. Finalement, il décide de tout raconter à Maryse. Ensemble, ils se rendent à la police. Les enquêteurs placent tout de suite Béatrice sur écoute. Ils découvrent qu'elle a de nombreux échanges avec 2 repris de justice, Laurent Roméo et Michel Co, à propos d'une grosse somme d'argent qu'elle leur doit. Dans les conversations, apparaissent aussi un certain Jean-Jacques, propriétaire d'une ferme à Castellar. Les enquêteurs décident d'effectuer des fouilles dans cette propriété. Ils ont creusé et en dessous, il était 1 mètre sous terre, même pas dans une couverture de déménagement grise, et il était là.
1 an après sa disparition, le corps de Claude est enfin retrouvé, enterré dans l'ancien poulailler de la ferme. L'expertise du cadavre montre qu'il a bien été tué d'une balle dans la tête, à bout portant. Ça a fait un choc. Parce que bon, vous ne pensez pas jusqu'à la dernière minute qu'on va retrouver quelque chose. Hein. Et là, je me suis effondré. C'était... Moi, ma femme m'a soutenu du début à la fin, et à ce moment-là, elle m'a vraiment soutenu. L'autopsie révèle que le cadavre a été tué d'une balle dans la tête, comme Béatrice l'avait raconté à Bruno. Les policiers la placent immédiatement en garde à vue, ainsi que Laurent Roméo et Michel Co, les 2 repris de justice qui lui réclamaient de l'argent au téléphone. Ils sont soupçonnés d'être les 2 tueurs à gages payés par Béatrice. Je veux dire, pour moi, le premier choc, ça a été, mais qu'est-ce qui y a pris? Qu'est-ce qui est passé dans la tête? Cette femme, au sens le plus profond du terme, ne supporte pas qu'on la quitte. Elle ne le supporte pas et elle se venge du fait qu'on n'ait pu la quitter. Béatrice a-t-elle fait tuer son amant par simple dépit amoureux? En garde à vue, elle reconnaît avoir embauché des hommes de main pour infliger à Claude une correction, une simple correction. Ensuite, les choses auraient mal tourné. Cour d'assises de Nice, 5 ans plus tard. Béatrice va être jugée avec ses complices. Elle comparaît libre. L'ex-maîtresse risque 30 ans de prison. Elle clame son innocence. Depuis le premier jour où elle est entendue, elle dit qu'elle a voulu donner une correction à M. Bichet. À aucun moment vous avez un aveu de Mme Édouin sur une quelconque demande d'assassinat. Ça a toujours été une demande de correction. Et elle a toujours expliqué pourquoi elle avait sollicité cette correction, parce qu'effectivement, alors ils entretenaient, M. Bichet, des relations extrêmement particulières, c'était « je t'aime, moi non plus ». Et ces relations très fusionnelles ont également entraîné une violence de la part de M. Bichet, et qu'à un moment, elle a voulu lui faire comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient la protéger, qu'il ne fallait pas lui porter la main dessus. Simple correction ou exécution? En tout cas, l'autopsie est formelle. La balle qui a tué Claude Bichet est entrée par le sommet du crâne et ressortie par la joue. Claude Bichet est donc mort à genoux. Une correction qui a mal tourné, c'est d'abord un combat, un œil au beurre noir, des bras cassés, des vêtements déchirés, et par la suite, peut-être parce qu'on n'arrive pas à prendre le dessus sur celui que l'on veut corriger, on le tue. Ce n'est pas du tout les constatations qu'on a pu faire. Cet homme a été exécuté. Dès qu'il est arrivé, il y a eu quelques secondes de discussion et on a tiré sur lui, c'est tout. 3 hommes sont impliqués dans le meurtre. Michel Co, c'est lui qui aurait tout organisé à la demande de Béatrice et qui a recruté les 2 hommes de main chargés d'accomplir la besogne. Laurent Roméo, qui aurait administré la correction, et Jean-Jacques Gros, le propriétaire, qui aurait prêté sa ferme isolée à l'abri des regards. Quelques minutes après son arrivée sur les lieux, Claude Bichet est assassiné. Il faut faire disparaître son corps. C'est Michel Co qui s'en occupe. Le récit de Michel Co est particulièrement précis. Il se déplace, il va chez Gros, il constate qu'effectivement il y a un mort, il y a le 4x4, et là effectivement il se met d'accord avec Gros, il dit à Gros, toi tu fais disparaître le cadavre, moi je m'occupe du 4x4. Les hommes enterrent le corps de Claude Bichet, le 4x4 ne sera jamais retrouvé. Béatrice, elle, dit n'avoir été informée du meurtre que beaucoup plus tard. Au procès, elle accuse tour à tour Co et Roméo d'avoir tué Claude et n'hésite pas à menacer Bruno, le principal témoin, ainsi que toute la famille de Claude. Elle était ignoble. Elle n'arrêtait pas de nous faire des gestes pour nous mettre en terre. Elle nous faisait comme ça. Elle a essayé de m'intimider, effectivement, en allant aux toilettes. Elle est passée devant moi, elle m'a dit « espèce d'enfoiré ». Ah oui, ça, elle n'avait pas peur. Hein. Après 10 jours de procès, on ne sait toujours pas qui a appuyé sur la gâchette. Mais Béatrice est condamnée à 20 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de Claude Bichet. Michel Co, l'organisateur, est condamné à 25 ans de détention. Roméo, chargé d'administrer la correction, à 15 ans, et Jean-Jacques Gros, qui a prêté la ferme, à 10 ans de réclusion. Mais pour Maryse, la vraie responsable, c'est Béatrice. Ah oui, ben, tout est sa faute. Hein. C'est elle qui a ruiné ma vie. Ça la perturbe pas, hein, elle n'a pas de regrets. Pas du tout.
Qu'est-ce que vous voulez dire à cette femme? Je dis, vous enlevez votre père à vie. La chose à faire, c'est quoi? C'est prendre quelque chose ou pour faire comme elle? Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous lui en voulez? Oui, je lui en veux, mais elle payera par la justice. C'est tout. Et j'espère qu'elle payera par la justice. Depuis sa cellule, Béatrice a fait appel. Elle sera rejugée dans 3 mois. Tout de suite, le portrait de la semaine. Marinus, policier hollandais à la Joint Hit Team, une équipe d'enquêteurs européens spécialisée dans la lutte contre le narcotourisme. Vous avez des stupéfiants sur vous? Des Français viennent acheter à Rotterdam des drogues dures pour les revendre en France. Ils les avalent ou les cachent dans leur rectum. Donne la stupéfiant. Sont dans le cul? Histoire de star, Pelicano, le détective privé qui fait trembler Hollywood. Sexe, drogue, il sait tout sur les plus grandes stars américaines. Va-t-il faire des révélations pour se défendre? Il a utilisé des méthodes de gangsters de Chicago. Des méthodes qui risquent de le conduire en prison. Mais d'abord, notre reportage à Paris avec la compagnie de sécurisation. Des policiers de choc en opération dans une cité sensible du 19e arrondissement. On a eu des œufs, des pierres, des disques de fonte pour faire la musculation. Donc du coup, on a les yeux vers le haut. Ces cités sensibles. Depuis quelques mois, les quartiers nord de la ville sont dans le collimateur de la compagnie de sécurisation de la préfecture de police. 300 hommes prêts à intervenir de jour comme de nuit à la demande des commissariats d'arrondissement. Aujourd'hui, ils patrouillent dans une cité du 19e. Vous pouvez parler correctement, les gars, là? On vous voit les gens et on dit s'il vous plaît, ça suffit. Ici, les policiers ne sont pas toujours les bienvenus. Parfois, du haut des tours, on leur jette des projectiles. On a eu des œufs, on a eu... bon, les œufs, ça va. On a eu des pierres, une brique. D'autres collègues, pas ici, ont pris des disques de fonte pour faire la musculation. Donc du coup, on a les yeux vers le haut. Les trafics de drogue et de voitures volées perturbent la vie du quartier. La compagnie de sécurisation va revenir dans quelques jours. La préparation de l'opération se fait ici, au commissariat du 19e arrondissement. Un hélicoptère a déjà repéré la zone. Les policiers analysent les images. Là, on voit des parpaings donc, sur le toit. On a 2 parpaings, un qui est sur le rebord. Qui nous inquiète. Il est un peu trop sur le rebord de la tour et il est à l'aplomb. Des parpaings qui peuvent être jetés sur les policiers. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de prise de vue, on arrive à avoir de la précision. L'hélicoptère a tout relevé. Il a signalé tout objet se trouvant anormalement placé sur les toits, notamment en ce qui concerne les parpaings, tout en sachant que là, ils sont disponibles quand même sur les toits. Il faudra peut-être les récupérer, de manière à éviter un jour de se les prendre. C'est le capitaine Olivier Guibert qui est chargé de l'opération. Pour passer inaperçu, les policiers sont en civil. Pour commencer, 18 étages à pied, en territoire hostile. Ça dénote une certaine mentalité. Baise la police, le juge et ce fils de pute de procureur. Voilà. À nos refs incarcérés. Nos refs, c'est nos frères. À nos frères incarcérés. Tu me tiens. Les policiers parviennent sur le toit où l'hélico avait repéré les parpaings. Ils sont toujours là. C'est ça qui nous inquiète, c'est la présence de ces parpaings. Pour nous, c'est dangereux, quoi, hein. Ça représente, pour l'intervention de nos collègues dans la cité, c'est une arme, hein, balancée du 18e étage. Hein. Ça peut être très très dangereux. Le danger va être écarté, les policiers vont descendre les parpaings. Le lendemain, ils peuvent passer à l'étape suivante.
9 h du matin, le commissaire Hatch et le capitaine Guibert ont convoqué les hommes et les femmes qui vont intervenir dans la cité. Pour l'ensemble, repos. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un petit peu particulier. Nous allons mener une opération de sécurisation en profondeur sur la cité de Degrand dans le 19e arrondissement. Le but est de sécuriser du 4e sous-sol jusqu'au plus haut niveau de la cité. OK ? L'enquête a révélé un trafic de voitures volées dans les parkings souterrains de la cité. 80 hommes de la compagnie participent à l'opération. Se joindront à eux les policiers du commissariat du 19e arrondissement. Ça va consister donc à investir une cité en masse et de fouiller de fond en comble la cité en passant donc par les sous-sols qui sont souvent des lieux où les délinquants entreposent un certain nombre de choses volées, recelées. En plein jour, la cité est calme. Les risques d'incidents sont limités. Des habitants viennent à la rencontre des policiers. Voilà. C'est tout à fait l'objet de notre présence aujourd'hui. Okay. Et donc c'est une inspection totale des sous-sols jusqu'aux derniers étages. Et on visite tout de fond en comble. Voilà. Ça se passe comment ici? C'est plutôt calme Non, il y a des moments chauds. Des moments chauds. Bon, il y a beaucoup de trafic, de bandes quand même ici. Dernièrement, il y a eu des choses assez chaudes d'ailleurs. Et on n'est pas toujours tranquille. Hein. Allez, c'est parti. Les policiers investissent les sous-sols. Il y a 4 niveaux de parking sous l'immeuble. Les riverains ont plutôt tendance à utiliser le premier et le deuxième niveau et essayer d'éviter le troisième et le quatrième qui sont plus dégradés. Ouais. Et c'est justement au 4e niveau que les policiers font leur première découverte. De nombreuses caves sont occupées illégalement. Leurs portes sont bloquées avec des chaînes. Les policiers les font sauter. On va regarder un tout petit peu ce qu'il en est à l'intérieur. Au fond de la première cave, un scooter démonté. Appelle la SMAC, il y a un moteur de deux roues. Qu'est-ce que c'est? Ça doit être un T-Max. 3 caves plus loin, une autre découverte. Cette fois, c'est une voiture. Est-elle volée? Vérification. Je voudrais vous passer un véhicule VF9. 589, Québec, Juillet 75. Cette voiture a été déclarée volée il y a 1 an et demi. C'est à partir du numéro de série qu'on a pu le retrouver très facilement. Voilà. Donc, ils n'ont pas été vicieux sur ce coup-là. Et ça a été très facile pour nous de remonter et de savoir que le véhicule était volé. La police scientifique se met au travail. Les empreintes identifieront les auteurs du vol. Dans cette cave, une voiture désossée. Les voleurs la revendent en pièces détachées. Ça, c'est un véhicule, il y a encore les banquets. Les deux ici sont volés. Les deux véhicules que vous avez ici sont volés. Celui-là, 18 avril 2004, et celui-ci en novembre 2003. En 5 heures, les policiers ouvrent tous les box. Mais sur les ondes, un appel en urgence. Le commissariat du 15e arrondissement a besoin de leurs services. Chaque mois, les hommes de la compagnie de sécurisation effectuent plusieurs opérations dans les cités sensibles de la capitale. Les Pays-Bas, à 400 km de Paris. Un pays visité chaque année par 2 millions de narcotouristes. Ici, la consommation de drogue douce est tolérée dans les coffee shops. Mais Rotterdam est aussi devenue une plaque tournante des drogues dures. Les rabatteurs sont partout. Ils proposent le gramme d'héroïne à 10 €. Les Français sont les premiers clients. Ils représentent plus de la moitié de ces narcotouristes. Commissariat central de Roosendaal. Pour lutter contre ce tourisme de la drogue, une cellule de police unique en Europe a été créée, la Joint Hit Team. Pour la première fois, policiers hollandais, luxembourgeois, belges et gendarmes français unissent leurs forces pour lutter
contre le trafic de drogue. Parfois, on a l'impression qu'il y a des différences entre les Pays-Bas et la France en matière de politique de la drogue. Mais quand il s'agit des drogues dures, il n'y a aucune différence. Nous voulons également évacuer les drogues dures de la rue et aborder la criminalité organisée et saisir un maximum de kilos. Cette brigade des stupes internationale travaille sur le terrain depuis 8 ans. Héroïne, cocaïne, chaque jour, ces policiers saisissent des produits illicites et interpellent acheteurs et revendeurs. Marinus est hollandais. Depuis 4 ans, il dirige une équipe de 10 policiers. Chaque jour, avec ses hommes, il traque les touristes de la drogue. Tous les soirs, la mission commence par un briefing. Welcome everybody. Tonight's mission is going to be in Rotterdam. We're going to try to follow some French people that come to Rotterdam to buy dope. Good luck. Reliés en permanence par oreillette, les policiers patrouillent par 2 dans chaque voiture. 5 véhicules tournent toute la nuit. 19h, la Joint Hit Team quitte le commissariat. Mais pas n'importe comment. Les équipages se suivent à quelques minutes d'intervalle. C'est important de ne pas partir tous ensemble. C'est important pour couvrir l'identité de l'équipe. Quand toutes nos voitures sont ensemble, c'est clair pour notre client, nous sommes des policiers. Direction Rotterdam. Ce soir, les policiers vont surveiller l'une des entrées principales de la ville. Marinus et ses hommes se postent discrètement à un carrefour. 2 d'entre eux sont à pied et surveillent le trafic. Chaque véhicule étranger qui entre dans Rotterdam est repéré. Au moindre soupçon, la voiture est prise en filature. Marinus ne tarde pas à repérer sa première cible. C'est une voiture française et il entre dans un très bon quartier pour acheter des stupes. Cette voiture, la voilà, c'est la blanche. La filature commence. Tu veux cacher la vidéo? Il a stationné son voiture très à côté d'une coffee shop. Et aller à pied pour le bâtiment comme ça, Schipperstraat. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de place pour parquer les voitures en côté du bâtiment là-bas. Le comportement du conducteur est suspect. Marinus appelle alors le central hollandais ainsi que la police française pour connaître l'identité du propriétaire de la voiture. Grâce à cette collaboration franco-hollandaise, il obtient les informations en quelques minutes. Le monsieur est entré en Rotterdam et après il a stationné son voiture dans une parking gratuite. Et on a téléphoné avec les collègues en France et avec les collègues en Rotterdam. Et le nom du propriétaire et de la voiture, c'est le même nom que la personne qui habite dans l'appartement, dans le bâtiment. Le monsieur a entré. Fausse alerte. Ce Français faisait une simple visite à un membre de sa famille. Marinus et ses hommes reprennent leur surveillance un peu plus loin. C'est quand même un métier où il faut avoir beaucoup de patience, non? Beaucoup de patience. Il y a des jours, ça marche très bien, mais il y a des jours, on attendait presque toute la nuit. Et ça dure. Mais ce soir, la patience va payer. Une autre voiture française est repérée et une nouvelle filature commence. Les suspects se déplacent à bord de ce monospace sombre. Le véhicule vient de s'arrêter et ses 3 occupants sont montés dans un appartement. Alors c'était un bâtiment connu pour des stupéfiants. Ah, c'est très bon. 20 minutes plus tard, les 3 Français quittent l'appartement et regagnent leur véhicule. La filature reprend.
La voiture avec les Français sortir, c'est quelques voitures avant de nous. Tout à coup, le monospace change de direction. Il y a deux possibilités où les Français veulent sortir Rotterdam dans l'autre côté ou ils veulent chercher une autre place pour acheter des stupes. On va voir. En fait, les 3 Français quittent Rotterdam. Marinus décide de procéder immédiatement à leur arrestation. Alors on va attendre quand nous arrivons à notre région. On va arrêter les 3 Français. Ben. L'interpellation va se faire à 100 km/h sur l'autoroute. Une procédure calibrée au millimètre près. Ah, superbe. Les voitures de police entourent la voiture des suspects pour empêcher toute tentative d'évasion, mais aussi pour veiller à ce que ses occupants ne se débarrassent pas de la drogue par la fenêtre. La voiture suspecte est cernée. L'arrestation est imminente. Elle a lieu dans la première station-service, au bord de l'autoroute. Vous pouvez passer la pièce d'identité devant, monsieur? Merci. Les 10 policiers commencent aussitôt à interroger les Français sur la raison de leur présence en Hollande. Bien souvent, les suspects mentent, ils ignorent qu'ils ont été pistés pendant des heures et que les policiers connaissent chacun de leurs gestes depuis leur entrée dans Rotterdam. Et à quelle adresse vous étiez ce soir? Ben, on voulait aller dans un coffee shop, fumer, quoi. Je vais pas vous le cacher, quoi. Ah, vous étiez dans une coffee shop en Rotterdam. Est-ce que vous avez des stupéfiants chez vous? Non, non. Vous êtes sûr? Pas de stupéfiants. Très sûr? Ah oui, oui, je suis. Je vais contrôler ça, c'est bon? Ah oui, y a pas de problème. Vous avez des stupéfiants chez vous? Monsieur, c'est une question, est-ce que vous avez des stupéfiants? Ja, toch? Je steek aan de drank, jongen, dat doen we normaal. Je vois dedans ça? Tiens, vas-y. Je suis pas sûr. Mais je vois quoi? T'es pas sûr? La voiture, ainsi que ses 3 occupants, sont soumis à une fouille minutieuse. Qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure là-bas? Un tour. Ouais. Voiture? À pied? Non, voiture. Voiture? Ouais. Juste la voiture? Ouais. D'accord. Ouais. Sûr? Ouais, sûr. Ouais. Moi je suis sûr que c'est pas vrai ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que maintenant tu comprends. On a consommé. Franchement, je vais vous dire. Consommé quoi? J'ai consommé du shit. Est-ce que vous avez acheté quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose sur toi? Franchement, on a acheté quelque chose. On a acheté quelque chose, mais on a fumé sur place. Fumé sur place? Ouais, on a fumé sur place. C'est quoi? C'était l'héros? Cocaïne? Ouais, moi j'ai fumé une petite sniff de. Un petit sniff. Ouais. L'héros, ça, il est où? Il est où? Oui. Ouais. Maintenant. On n'en a pas acheté, on a consommé. Mais j'ai encore mon argent. Ah. Ouais, mais tout à l'heure, vous n'avez... J'ai encore mon argent. Tu as roulé du Nord-Pas-de-Calais juste pour faire une petite sniff de l'héros. Mais non, moi, je suis plus à Noël. On s'est promené, je vous dis, on s'est fait contrôler. C'est pour ça qu'on s'est cassé. Je n'avais pas contrôlé. Les policiers sont convaincus que les 3 hommes ont caché de la drogue dans leur corps. Une pratique courante. Les interpellés continuent de nier. Direction le commissariat de Breda. Les 3 suspects pénètrent dans un endroit hyper sécurisé. Ils subissent une nouvelle fouille, encore plus minutieuse. Puis chacun d'entre eux est isolé dans une cellule sans toilette. Les policiers les soupçonnent d'avoir ingéré les produits stupéfiants ou de les avoir introduits dans leur rectum. Au même moment, sur le parking, un chien policier fouille la voiture à la recherche d'éventuelles traces de drogue. C'est un bon chien, mais il ne trouverait rien. Alors, il y a juste une possibilité, c'est dans le corps du sujet.
Comme l'exige la procédure hollandaise, le vice-procureur de la Reine en chemise blanche vient leur signifier leurs droits. Avec des rabatteurs dedans. Malgré les dénégations des interpellés, les policiers restent convaincus que la drogue est cachée dans leurs intestins. Et ils voient juste. 2 heures après sa mise à l'isolement, l'un des 3 Français fait ses besoins dans sa cellule. Les policiers avaient vu juste. Il a poussé un petit peu pour récupérer le ballon avec l'héros et pour cacher l'héros dans son cellule. Mais c'est pas bien. Un ballon, c'est le nom que donnent les policiers aux doses de stupéfiants que les passeurs introduisent dans leur rectum pour les cacher. Donne la stupéfiant. Sont dans le cul? C'est oui ou non? Non? C'est pas normal, hein? Pour nous, c'est clair. C'est dans ton cul. Il y a quelque chose dedans, hein. Bien sûr. On va aller à l'hôpital pour faire une radio. Pour éviter que la drogue se répande dans leur ventre, les 3 individus sont transférés dans un hôpital spécialisé. Les radios révéleront que 2 d'entre eux avaient 10 grammes de cocaïne dans le corps. C'est un tribunal français qui les jugera. Ils risquent 6 mois de prison ferme. En 2008, la Joint Hit Team a arrêté 300 personnes, dont 124 Français. Ces arrestations ont permis de saisir 26 kilos de cocaïne, 66 kilos d'héroïne et 44 kilos d'amphétamine. Tribunal fédéral de Los Angeles, le 15 décembre. Le verdict va tomber dans le procès Pellicano. Détective privé des stars, Pellicano connaît leurs secrets les plus sulfureux. Drogue, sexe, il sait tout, grâce à des écoutes illégales. Et c'est pour ça qu'il passe en jugement. Il n'avait pas l'air concerné par la gravité des faits. Il jubilait et semblait fier d'avoir réussi à enfreindre la loi. Pellicano est condamné à 15 ans de prison ferme, une peine très lourde. Le jury populaire l'a déclaré coupable et c'est le juge qui a établi les 15 ans de prison ferme, c'est lui qui a décidé ça. Et donc ça montre bien la volonté de l'État américain de taper du poing sur la table, et, parce que c'était un jugement très sévère, parce que ça touche un milieu qui est quand même Hollywood. Anthony Pellicano était le détective privé des People. Parmi ses clients, Michael Jackson, Chris Rock, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Tom Cruise ou encore Cameron Diaz. Allait-il parler pour se défendre et dire tout ce qu'il savait? Anthony Pellicano a gardé le silence et n'a pas fait de révélation. C'est ce que certaines personnalités redoutaient au début du procès, puisqu'il en sait beaucoup sur ces gens-là. Et donc, on attendait à ce qu'il raconte des choses un peu personnelles et même privées, même sulfureux sur ses clients. Et le détective privé a préféré se taire, et peut-être pour les protéger et pour se protéger, peut-être sur le long terme. Anthony Pellicano a donc préféré la discrétion. Pourtant, il avait dans ses dossiers de quoi briser quelques carrières. C'est lui qui a permis à Tom Cruise de ne pas verser plusieurs millions de dollars à Nicole Kidman après leur divorce et d'obtenir la garde des enfants. En 1993, accusé de pédophilie, Michael Jackson fait appel à ses services. Pellicano réussit à faire taire la victime, qui retire sa plainte. Seulement, pour arriver à ces résultats, Pellicano utilise des méthodes plutôt douteuses. Filature, intimidation, corruption de policiers et écoute téléphonique illégale. Il a utilisé des méthodes de gangsters de Chicago. Et comme ça se faisait pas trop, il a tout de suite eu une clientèle de gens qui voulaient des résultats avant tout et qui n'étaient pas spécialement regardants sur les méthodes utilisées. Au sommet de sa carrière, Pellicano gagne 150 000 $ pour une semaine d'enquête. Mais il commet une erreur qui va lui être fatale. Une journaliste s'apprête à sortir des révélations sur Steven Seagal, soupçonné d'avoir des liens avec la mafia. Seagal fait appel à Pellicano, qui menace la journaliste de mort. La police s'empare de l'affaire et perquisitionne les bureaux du détective. Et la stupeur, les enquêteurs découvrent des centaines de bandes d'écoutes téléphoniques illégales sur les plus grandes stars d'Hollywood.
Ils ont trouvé l'arsenal, ils ont trouvé des milliers et des milliers d'heures de bandes d'écoute téléphonique. Il avait enregistré à une époque les coups de fil entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Je veux dire, il espionnait tout le monde. Depuis, Anthony Pellicano est en prison. On sait maintenant qu'il y restera pendant 15 ans. Mais comme à Hollywood, une bonne histoire n'est jamais perdue, les producteurs sont déjà sur le coup. On est à Hollywood, donc la suite logique, c'est un film. Parce que pendant qu'il était en prison, il a écrit un scénario et qui sera tourné vraisemblablement l'année prochaine ou l'année suivante. La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, un père de famille assassiné par son gendre pour quelques centaines d'euros. Tuer un homme, c'est déjà dur, mais alors pour si peu. La famille de la victime attend le procès. J'ai du mal à accepter, à comprendre. Notre reportage avec les démineurs de Roissy. Ils effectuent plus de 1500 interventions par an pour la sécurité des voyageurs. Et là, il faut se boucher les oreilles